C'était la fin d'un chapitre, en quelque sorte, ce voyage vers l'Académie des Pins. Chaque dimanche soir, la même route sinueuse à travers les montagnes de Savoie, les mêmes pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Cela faisait maintenant 3 ans que Sophie y était interne, et j'avais maintenu ce rituel sans faute. 3 ans que Marie était partie, 3 ans que cette nouvelle vie, pleine de routines que j'avais dû inventer de toutes pièces, s'était installée. Je ne savais plus si c'était 312 allers-retours ou un peu plus. Les chiffres, avec le temps, deviennent flous, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas regretté un seul de ces kilomètres. Pas une seule fois, l'académie. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé la première fois que Julien, l'avocat, m'en avait parlé. Julien Dubois. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelait. Je m'y perds parfois avec les Juliens. Moi aussi, je m'appelle Julien. L'ancien propriétaire du garage, avant moi, s'appelait aussi Julien. Un vrai ours, mais honnête. Donc, quand Julien l'avocat a mentionné une académie, j'ai pensé à ces vieilles institutions austères, vous savez, colonnes et classeurs, des trucs froids. Mais l'Académie des Pins était différente. Plus petite, bâtie dans les années 20 sur une colline dominant un lac. Des bâtiments couleur brique ancienne et des sangars où les élèves semblaient toujours aller quelque part, pas juste flâner. Sophie y était depuis la seconde. Elle avait maintenant 17 ans et était en première. Elle se déplaçait dans le monde avec la même détermination méthodique qu'elle appliquait à tout, comme si elle avait une liste en tête depuis sa naissance. Elle étudiait tout, mais avec une préférence pour les sciences, surtout la biologie. Et au-delà de la biologie, cette question très spécifique. Comment le système immunitaire des très jeunes enfants réagissait-il à des conditions auxquelles ils n'avaient pas encore été exposés? Elle m'avait expliqué ça un vendredi, sur le chemin du retour. Elle utilisait ce langage mesuré, précis, pas pour que j'acquiesce bêtement, mais pour s'assurer que je comprenais vraiment. Je lui avais demandé d'où venait cet intérêt. Elle avait réfléchi un long moment. Je crois que c'était le cabinet du docteur, après maman. Elle avait dit finalement. Ils étaient si bons là-bas. La façon dont ils me parlaient à moi, pas seulement à toi. Comme si j'étais la patiente aussi, même si je n'étais pas malade. Elle avait regardé par la fenêtre. Je veux être ça pour quelqu'un. Les mots de Sophie, ils me trottaient dans la tête. C'est vrai, l'après-midi du souvenir, cette date gravée, c'était devenu une épreuve chaque année. J'avais beau essayer de me montrer fort pour elle, il y avait cette fissure, ce vide. Et je me souviens de cette nuit-là, la veille de l'anniversaire, dans le garage. Les mains pleines de cambouis, à essayer de réparer une vieille Ford qui refusait de démarrer. Le froid mordait aux chevilles, le poil peinait. J'étais fatigué, le dos en compote, et la solitude, elle pesait. J'avais pensé à Marie, ma femme, à son rire facile, à la façon dont elle aurait transformé cette vieille voiture en une blague. Elle aurait su quoi dire pour me remonter le moral, pour me faire douter que je devais faire ça seul. J'avais juste envie de m'asseoir, de ne rien faire, mais je ne pouvais pas. Pour Sophie. Toujours pour Sophie. C'est marrant avec le recul, on s'imagine que les grandes décisions sont des tournants clairs. Mais non, c'est une succession de petits pas, de petits gestes. Tu penses au passé, au futur, mais tu continues juste de mettre un pied devant l'autre. Qu'auriez-vous fait? Vous auriez baissé les bras? Non, bien sûr que non. L'année de la disparition de Marie, ma Marie, celle avec qui j'avais tout construit, c'était le chaos. 3 ans avant que Sophie n'aille au pain, c'était un mardi, la neige tombait drue. J'avais déjà dû racheter le garage de l'ancien Julien, le Julien du garage, celui qui est parti en Floride. Il m'avait fait confiance, m'avait laissé le tout pour presque rien, 2 ponts élévateurs, un ordinateur de diagnostic, des milliers de mètres carrés de béton froid. Ce n'était pas un grand garage, ce n'était pas son but, mais c'était le mien, et le travail était honnête, et la plupart des semaines, il y avait assez. La neige, donc. Elle était tombée depuis 2 heures de l'après-midi, ce jour-là. Et quand j'ai tourné mon camion de la route départementale 9 vers le centre de Saint-Laurent-des-Neiges,
C'était devenu une tempête, des rideaux blancs si épais qu'ils engloutissaient les lampadaires jaunes et transformaient la place du village en une sorte de boule à neige géante. Sophie était assise côté passager, le front pressé contre la vitre. Elle dessinait des cercles sur le verre avec son souffle depuis 10 minutes, expirant, regardant la buée apparaître, traçant un anneau avec son petit doigt avant que le froid ne l'efface. Elle avait 7 ans et portait un manteau en velours côtelé, couleur chocolat amer, 2 tailles trop grand. Je l'avais acheté en septembre en prévision de sa croissance hivernale. Les manches couvraient ses articulations. Elle ne s'était pas plainte une seule fois. « C'est loin ?» elle a demandé, toujours face à la fenêtre. Un demi-pâté de maison. On peut marcher là-dedans. J'aime marcher dans la neige. Je l'ai regardée. Elle ne s'était pas retournée. Après le dîner, j'ai dit, si tu veux, toujours. Elle a fait un petit bruit de satisfaction et est retournée à ses cercles. J'ai trouvé une place rue des Hommes, assez proche du restaurant pour que l'auvent soit visible depuis l'endroit où j'ai coupé le moteur. La trattoria La Stella occupait une étroite devanture entre une librairie fermée et une pharmacie dont les vitrines étaient encore éclairées. Quelqu'un avait accroché des lumières blanches le long de l'auvent et la lueur chaude et diffuse tombait sur le trottoir enneigé. À travers la vitrine givrée, je pouvais distinguer la danse orange des bougies sur de petites tables, les silhouettes sombres des convives qui bougeaient lentement, sans hâte, la façon dont les gens se déplacent, quand le temps extérieur a déjà décidé de leur soirée. Je suis resté un instant, moteur éteint, le chauffage qui faisait tic-tac en refroidissant. 3 ans auparavant, cette nuit-là, Marie et moi étions partis à l'improviste à Annecy. Pas de réservation, pas de plan, juste un mardi que nous avions tous les deux de libre. Nous avions atterri dans un endroit près du lac qui servait des pâtes dans des poêles en fonte. Marie avait commandé des spaghettis. Elle commandait toujours des spaghettis quand nous allions dans un nouvel endroit. « C'est le test », disait-elle. « S'ils peuvent faire la chose simple correctement, ils peuvent tout faire correctement. » Je n'y avais pas pensé depuis des mois. J'y pensais maintenant. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai compté ce que j'avais. Assez pour le dîner et un pourboire, avec un petit reste. J'avais été rigoureux avec le budget de la semaine. Ça comptait. J'ai levé les yeux. Sophie s'était détournée de la fenêtre et me regardait. « Tu comptes l'argent », elle a dit. Pas une accusation, juste une constatation. Je m'assure que j'en ai assez. Pourquoi faire? Pour le dîner. Tu as toujours assez pour le dîner. J'ai remis l'argent dans ma poche. Prête. Elle a tendu la main et tapoté la mienne une fois, comme elle le faisait parfois quand elle pensait que j'en avais besoin. Prête, elle a dit. Le froid nous a frappés violemment dès que nous sommes sortis. Sophie a enfoui son menton dans son col et a pris ma main sans que je le lui demande. Le trottoir avait été salé, mais la neige tombait plus vite que le sel ne pouvait agir, et nous avons marché prudemment, notre souffle s'élevant en nuages blancs, nos pas crissant dans la fine couche de poudre fraîche. La porte de la Stella s'est ouverte avant que nous l'atteignions. Une jeune femme en tablier noir la tenait pour un couple qui partait, et la chaleur qui s'échappait sentait l'ail et le pain fraîchement cuit, et quelque chose de plus doux en dessous, de la vanille peut-être, ou les bougies. Nous avons été installés près du fond, à une table pour 2 près de la fenêtre, qui donnait sur la ruelle latérale où la neige s'amoncelait sur l'escalier de secours en doux sillons blancs. Le menu était court, écrit à la main sur un tableau noir au-dessus du passe-plat. Une petite bougie brûlait entre nous dans un pot en verre. Sophie a regardé la bougie un long moment. Maman aurait aimé cet endroit. Elle a dit regarder ma fille. Elle regardait toujours la bougie, pas moi. Et son expression n'était pas triste, exactement, plutôt comme si elle travaillait sur quelque chose, le remuant tranquillement dans sa tête. Oui, j'ai dit, elle aurait vraiment aimé. Sophie a hoché la tête une fois, satisfaite, et a pris son menu. La semaine avait été comme ça.
Lundi, 3 remplacements de freins et une purge de transmission. Un remplacement de courroie qui s'est prolongé jusqu'à 18h30 parce que la pièce était en rupture de stock et le client avait appelé 2 fois. J'avais mangé une barre de céréales debout à l'établi. J'avais récupéré Sophie du programme après l'école 8 minutes après l'heure limite officielle, et la femme à l'accueil, Sophie, Madame Martin, m'avait lancé un regard que je comprenais et auquel je n'avais pas discuté. Mardi, c'était l'anniversaire, le 3e. J'avais tout arrangé 2 semaines à l'avance. J'avais demandé à notre voisine, Madame Duval, de garder Sophie pendant l'heure entre la sortie de l'école et la fermeture. Je m'étais nettoyé dans la salle de bain au-dessus du garage. Je m'étais changé. J'avais mis la chemise bleue. La préférée de Marie, en coton, délavée au col. Je l'ai tenue un instant avant de l'enfiler. Je la portais ce soir-là parce que c'est ce que Marie aurait voulu. Parce que les petits rituels sont ceux qui vous maintiennent honnête. Ceux qui disent « ça s'est passé, cette personne était là ». On ne prétend pas le contraire. À table, Sophie étudiait le menu du tableau noir avec le sérieux concentré qu'elle apportait à la plupart des décisions. Les spaghettis, elle a dit. Bon choix. Maman commandait des spaghettis parce que c'est le test. Elle m'a regardé. Tu m'as dit ça? Oui. C'est vrai. Je crois que oui. Oui, elle a posé le menu. Alors, je veux les spaghettis. Victoria Langston était au bal de charité d'hiver de Saint-Laurent-des-Neiges depuis 19h et à 20h45, elle avait atteint ce point de saturation particulier que ces événements produisent toujours. Une sensation de basse pression derrière le sternum, comme si la pièce elle-même était devenue un peu trop petite. Le bal avait lieu chaque année au Grand Hôtel des Pins. Les tables coûtaient 15 000 € chacune. Les articles aux enchères allaient des week-ends de ski au dîner privé avec des hommes dont les noms apparaissaient régulièrement dans les publications financières. La cause était une fondation pour la littératie infantile, digne d'intérêt, et Victoria la soutenait depuis 4 ans sans s'en sentir moins étouffée. Elle avait 29 ans. Elle était le visage de la fondation familiale Langston depuis que son père, Robert Langston, s'était retiré de la vie publique 2 ans auparavant, suite à un problème de santé qu'il refusait toujours d'aborder. La Fondation donnait environ 40 millions d'euros par an dans l'éducation, l'accès aux soins de santé et le développement rural. Victoria avait réorganisé son système d'octroi de subventions, embauché de nouveaux directeurs de programme, redirigé les fonds de dotation vers un financement non restrictif pour de plus petites organisations, des changements favorablement décrits dans certains cercles et discrètement mal vus dans d'autres. La philanthropie de son père avait toujours été structurelle. Des bâtiments à son nom, des ailes d'hôpital avec des cérémonies de dédicaces, des chaires universitaires à son honneur. Il n'était pas méchant, pas exactement. Il était architectural. Il construisait des choses. Il ne s'attardait pas. Victoria s'attardait. C'était sa meilleure qualité et elle soupçonnait que c'était celle qui la rendait le plus difficile à supporter dans les cercles de sa famille. À 20h47, elle s'est excusée, a pris son manteau et est sortie. Le froid fut immédiat. Elle s'est tenue sur les marches de l'hôtel pendant que ses yeux s'adaptaient et que ses poumons se calmaient. La rue était blanche et presque vide. Plus bas dans le pâté de maison, à mi-chemin du coin, la lumière ambrée et chaleureuse d'une petite fenêtre de restaurant s'étalait sur le trottoir comme quelque chose de doucement renversé. Elle a marché vers la laine. C'était un petit endroit. L'enseigne en tableau noir disait « La Stella Trattoria » en lettres de craie bouclées, et quelqu'un avait scotché un petit flocon de neige en papier à l'intérieur de la porte. Elle s'est dit qu'elle allait juste se réchauffer quelques minutes. Elle est entrée. L'hôtesse l'a installée à une petite table près de l'entrée, près de la fenêtre, car le bar était plein. Victoria a commandé un verre de vin rouge qu'elle ne voulait pas particulièrement et s'est assise. Son manteau drapé sur le dossier de sa chaise et ses mains autour du pot de bougie pour se réchauffer. La pièce était peut-être à moitié pleine. Un couple près du mur partageait un dessert.
Un homme plus âgé mangeait seul avec un livre ouvert à côté de son assiette. Près du fond, près de la fenêtre latérale, un homme et une petite fille étaient assis à une table pour deux. Elle a d'abord remarqué la fille, une enfant de peut-être 6 ou 7 ans dans un manteau marron trop grand, penchée légèrement en avant sur la table, examinant quelque chose avec l'attention concentrée de quelqu'un qui prend les petites choses au sérieux. Puis elle a remarqué l'homme. Il avait peut-être 30 ans, peut-être quelques années de plus, avec le genre de visage qui montrait la vie honnêtement. Il portait une chemise de coton bleu. Il tenait le menu dans sa main gauche et faisait quelque chose avec sa main droite sous la table. Et après un instant, Victoria a compris qu'il comptait de l'argent. Pas un geste de routine, mais il le faisait soigneusement, discrètement, comme une personne qui ne veut pas que l'enfant en face d'elle le remarque. La fille a levé les yeux du menu et a dit quelque chose. Victoria n'a pas pu l'entendre. L'homme a remis ce qu'il tenait dans sa poche. Leur nourriture est arrivée peu après. Un bol de spaghettis pour la fille. Quelque chose de braisé pour l'homme. La fille a regardé ses spaghettis un instant avant de prendre sa fourchette. Elle a dit autre chose, et l'homme est resté immobile pendant un court instant avant de répondre. Victoria a observé ce moment d'immobilité. Cela a duré peut-être 2 secondes, puis il a souri. Un vrai sourire, pas le genre que les gens produisent pour un public, et a dit quelque chose en retour. Et la fille a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'elle attendait depuis le début. À un moment donné, la fille a mis de la sauce sur le côté de sa bouche et ne l'a pas remarqué. L'homme a traversé la table avec sa serviette et l'a nettoyée sans en faire toute une histoire. La fille n'a pas levé les yeux de son assiette. Victoria était assise avec son vin intouché. Elle avait grandi dans des maisons avec de nombreuses pièces. Elle était allée dans des écoles dont l'entretien paysager était assuré par un personnel à temps plein. Elle avait assisté à des dîners où la conversation était prudente, les silences stratégiques, et où les vrais sentiments, quels qu'ils soient, avaient été traités et rangés quelque part d'inaccessibles avant que quiconque ne s'assoie. Elle n'était pas ingrate pour sa vie. Elle comprenait clairement ce qu'elle lui avait donné et ce qu'elle lui avait pris, mais elle ne se souvenait pas, assise là, de la dernière fois qu'elle avait été au cœur d'un moment qui semblait aussi présent. L'homme et sa fille ne jouaient rien. Ils ne construisaient rien. Ils ne géraient rien. Ils étaient simplement là, ensemble, mangeant des spaghettis un mardi soir, sous la neige, parce que ce mardi spécifique avait signifié quelque chose pour quelqu'un que l'enfant ne connaîtrait jamais pleinement. Et le père avait décidé que cela devait aussi signifier quelque chose pour l'enfant. Victoria a senti la pression derrière son sternum à se relâcher. Elle a pensé à son propre père, à la cérémonie de dédicace de l'aile de l'hôpital, à la façon dont il se tenait au pupitre et parlait des héritages. Elle a reporté son regard sur la table près de la fenêtre latérale. La fille avait fini ses spaghettis et parlait maintenant avec animation de quelque chose, ses mains en mouvement, son manteau marron repoussé de ses épaules. L'homme l'écoutait avec toute son attention. Pas une performance d'attention, mais la vraie chose. Le genre où votre corps ne gigote pas et vos yeux ne s'échappent pas, et où vous recevez ce que l'autre personne dit comme si c'était l'information la plus importante actuellement disponible. La fille a dit quelque chose qui l'a fait rire. Victoria a pris une décision. Il lui a fallu moins de 30 secondes pour la prendre et elle ne l'a pas remise en question, ce qui était inhabituel pour elle. Elle a attiré l'attention du serveur le plus proche et a demandé discrètement à parler au gérant. Le gérant, un homme aux larges épaules nommé Pierre, est venu à sa table avec l'expression de quelqu'un qui s'attend à une plainte. Victoria a gardé sa voix basse et ses mots simples. Elle voulait payer pour la table près de la fenêtre latérale, le montant total, quelle que soit l'addition. Elle a également demandé si le restaurant avait des relations avec des organisations locales qui soutenaient les familles de la région. Pierre lui a parlé du centre communautaire Hartwell, soutien scolaire après l'école, un programme d'alphabétisation d'été. Elle lui a demandé de doubler le total du dîner de la famille et de diriger la différence là-bas.
Puis elle a demandé une petite carte et un stylo. Elle était assise avec la carte devant elle. Dehors, la neige continuait de tomber. Les lumières du restaurant se reflétaient 2 fois dans le givre des bords de la fenêtre. Ben, elle a écrit avec son écriture ordinaire, la même que pour les listes de courses. Quelqu'un a vu le soin que vous apportez à cette soirée et a voulu l'honorer. Ce repas est pris en charge. S'il vous semble un jour possible, transmettez la chose quand le moment sera venu, non pas par dette, mais parce que c'est ainsi que ça marche. Elle l'a lu une fois, puis a ajouté en bas, « Votre fille vous observe plus attentivement que vous ne le savez. » Elle a plié la carte, l'a donnée ainsi que sa carte de crédit à Pierre, et lui a demandé d'apporter la carte à la table après son départ. Elle lui a également donné le nom de Julien Dubois, l'avocat de sa famille, et lui a demandé de le transmettre à la famille s'ils étaient disposés à entrer en contact. Il y avait un petit fonds éducatif qu'elle gérait de manière indépendante, son propre argent, pas celui de son père, pour les enfants des communautés rurales de Savoie, dont les circonstances rendaient le fossé entre le potentiel et l'opportunité le plus difficile à franchir. Sans nom encore, bien qu'elle ait pensé à quelque chose en rapport avec l'hiver ou la lumière, ou les deux. Sans aucune condition. Victoria a enfilé son manteau et est sortie sans se retourner. Le serveur est venu à la table juste après que Sophie ait fini d'expliquer sa théorie sur la raison pour laquelle la neige semblait toujours bleue dans les ombres et jamais en lumière directe. Une théorie qu'elle avait développée en regardant par la fenêtre toutes les 3 minutes pendant le repas et qui impliquait, pour autant que je puisse la suivre, quelque chose à propos du ciel qui était reflété par la neige elle-même. C'est offert par un autre client, a dit le serveur, posant une petite enveloppe blanche à côté de mon verre d'eau. Le dîner est réglé et il y a un mot à l'intérieur. J'ai regardé l'enveloppe, puis le serveur qui a haussé les épaules, suggérant que ce n'était pas une chose normale, et s'est retiré. « C'est quoi? » a demandé Sophie. « Je ne sais pas encore. »« C'est une carte au trésor? » Je l'ai prise. Mon nom n'y figurait pas, juste au gentleman de cette table. Dans une écriture soignée. Je l'ai ouverte, je l'ai lue 2 fois. Je suis resté un instant à regarder le pot de bougie. La flamme avait raccourci au fil de la soirée. La cire était presque fondue jusqu'au verre. Sophie me regardait. Elle avait la patience particulière d'un enfant qui a appris par l'observation que certains moments exigent d'attendre. « C'est une carte au trésor ?» Elle a demandé à nouveau, mais plus doucement cette fois. « Pas exactement, » j'ai dit. Ma voix est sortie de façon hésitante et je me suis raclé la gorge. « Je ne sais pas, ils n'ont pas dit. » Sophie a réfléchi. « Pourquoi? » J'ai regardé ma fille. Son manteau était trop grand et ses cheveux étaient à moitié sortis de leur tresse pendant le dîner, et il y avait encore le plus faible fantôme de sauce tomate près de son oreille gauche que j'avais manqué avec la serviette. « Parce qu'ils en avaient envie, » j'ai dit. « C'est une bonne raison, » a dit Sophie du ton de quelqu'un qui ratifie une politique. J'ai relu le mot une 3e fois. « Votre fille vous observe plus attentivement que vous ne le savez. » Je l'ai plié soigneusement le long de son pli original et l'ai mis dans la poche poitrine de ma chemise bleue contre ma poitrine. Il y avait aussi à l'intérieur de l'enveloppe une carte de visite, juste un nom, Julien Dubois, avocat, et un numéro de téléphone avec quelques lignes écrites à la main au dos expliquant à quoi cela servait. J'ai lu ces lignes plus lentement. Un fonds éducatif. Aucune condition, aucune obligation, juste un numéro à appeler si je voulais en savoir plus. Je suis resté avec la carte dans ma main pendant un long moment. Sophie, qui avait regardé une famille à la table voisine enfiler leur manteau, s'est tournée vers moi. Elle a étudié mon visage. « Oui? » « Tu pleures? » Elle a incliné la tête. « Un petit peu, peut-être un petit peu. » Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne, le même geste qu'elle avait utilisé dans le camion, petit et sûr. « C'est vraiment d'accord, » elle a dit. « Tu sais ça, n'est-ce pas? » J'ai couvert sa main des 2 miennes. « Oui,
j'ai dit. Ça l'est vraiment. Dehors, la neige continuait de tomber. La bougie avait brûlé entièrement et la flamme était très petite maintenant, mais elle continuait de vivre. Victoria était assise dans son bureau, les yeux fixés sur l'écran. C'était un peu avant le symposium annuel d'immunologie pédiatrique à Paris. Son assistante, une femme très organisée et discrète nommée Camille, était entrée avec le programme préliminaire, comme elle le faisait toujours. Madame Langston et le programme pour la conférence de Paris. Quelques noms intéressants, avait dit Camille, sa voix toujours professionnelle. Victoria avait pris le programme, elle l'avait feuilleté, pensant aux habituelles poids lourdes, aux présentations souvent brillantes, mais déconnectées de la réalité du terrain. Et puis, un nom l'avait frappé, Dr. Sophie Harper. Sophie Harper, il n'y avait qu'une seule façon. Victoria s'était figée. Les battements de son cœur s'étaient accélérés. Un signal qu'elle reconnaissait bien, celui d'une chose importante, longtemps oubliée, qui refaisait surface. C'était curieux. Comment un simple nom pouvait faire ça? Ça faisait quoi, 24 ans? Non, 24 ans. C'est ce que la Fondation Lumière d'hiver, allait fêter. Ce devait être plus, non? Je me perds dans les dettes, c'est fou. Elle avait relu le nom, puis l'abstract. Un travail sur l'identification de biomarqueurs dans les maladies auto-immunes pédiatriques. Le lien était trop clair. Camille l'avait observé. Vous souhaitez y aller, Madame Langston? Victoria avait juste dit, d'une voix plus posée qu'elle ne se sentait, « Oui, c'est pour mon développement professionnel. Organiser le voyage. » Elle n'avait pas précisé pourquoi, ce qui était rare pour elle. Mais certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Elle avait senti l'onde de choc de se souvenir. 24 ans. 24 ans, et l'enfant dans le manteau trop grand était maintenant une Dr. Sophie Harper. Incroyable. Mais après tout, n'est-ce pas un peu pour ça qu'on fait les choses? Pour voir les graines que l'on sème porter des fruits qu'on ne soupçonnait même pas? C'est ça la vraie satisfaction, bien au-delà de n'importe quel bâtiment. C'est de se dire « Wow, ça a marché ». Ce petit geste, ça a fait un chemin. L'Académie des Pins était à 40 minutes de Saint-Laurent-des-Neiges les bons jours, 1h10 en janvier. Je faisais le trajet chaque dimanche soir pour déposer Sophie pour la semaine et chaque vendredi après-midi pour la ramener à la maison. Un programme que j'avais maintenu sans variation pendant des années, et je ne regrettais aucun de ces innombrables allers-retours. Je me rappelle vaguement d'un des premiers appels avec Julien Dubois, l'avocat, pour le fonds éducatif. Il avait été d'un professionnalisme impeccable, poli, discret. Monsieur Harper, le donateur souhaite rester anonyme. La seule condition est que vous fassiez passer le relais quand le moment sera venu. J'avais trouvé ça étrange. Comment faisait-on ça? C'était abstrait. Un peu comme un secret, mais je n'avais jamais su qui était cette personne. À Saint-Laurent-des-Neiges, le garage Harper Auto Réparation avait pris de l'expansion. Pas de manière extravagante, je ne suis pas extravagant. Mais le garage occupait maintenant le terrain voisin et j'employais 3 mécaniciens à temps plein et un comptable à temps partiel, Pierre, le comptable, pas Pierre le gérant du restaurant, Bernard plutôt, qui avait pris sa retraite de la comptabilité et aimait avoir un endroit où aller le matin. L'équipement de diagnostic était à jour. La salle d'attente avait des chaises décentes. Je travaillais toujours 6 jours la plupart des semaines, mais le 6e jour était maintenant plus souvent un choix qu'une nécessité. J'avais commencé ces dernières années à prendre les dimanches matins pour moi. Café, le journal, une promenade si le temps le permettait. J'avais arrêté de porter la chemise bleue le jour de l'anniversaire de Marie et avais commencé à la porter pour son anniversaire. Je n'étais pas sûr du moment exact où ce changement s'était produit, ni de ce qu'il signifiait, mais ça me semblait juste. La carte de Julien Dubois était toujours dans mon portefeuille. Elle avait traversé 3 portefeuilles en 14 ans et ça se voyait. Les coins étaient mous. Un bord s'était séparé du laminé et l'écriture à la main au dos s'était estompée
jusqu'à devenir presque illisible. J'avais appelé le numéro dans la semaine suivante cette nuit de janvier. La conversation avait été directe, et puis les choses qu'elle avait mises en mouvement avaient également été finalement assez simples. Un compte établi, un arrangement fiduciaire, un fonds qui payait les frais de scolarité et les dépenses imprévues de l'Académie des Pins, et qui, comme les documents le stipulaient clairement, paierait également pour une éducation universitaire dans n'importe quelle institution que Sophie choisirait. Je n'avais jamais su qu'il avait mis en place. J'avais demandé une fois au début, et Julien Dubois avait été professionnellement désolé. Je ne suis pas autorisé à partager cette information, Monsieur Harper. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne a demandé à ce que son identité reste privée et que la seule condition qu'elle y ait attachée était que vous transmettiez la chose quand le moment viendrait, sous la forme qui vous semblerait la plus juste. J'avais beaucoup réfléchi à cette condition pendant 14 ans. J'y pensais quand je réparais une voiture pour une veuve en ville et ne lui faisais pas payer. J'y pensais quand je parrainais 2 enfants de la vallée pour la foire scientifique du comté. J'y pensais sur le chemin des Pins chaque vendredi. Sophie, qui étudiait l'immunologie à 17 ans, ne connaissait pas encore l'histoire complète de l'enveloppe. Je lui avais dit que quelqu'un d'anonyme les avait aidés, que c'était la raison pour laquelle elle était au Pin, que j'y pensais souvent. Ce que je ne lui avais pas dit, c'était les mots précis. J'attendais, sans trop savoir pourquoi, le bon moment. Je pensais que le bon moment allait bientôt arriver. Le centre de conférence à Paris était moderne et vaste, avec cette qualité de lumière particulière que les centres de conférence semblent toujours avoir. Vive, mais sans source apparente, répartie uniformément par le haut, de sorte qu'aucun visage ne projetait d'ombre. Le Dr Sophie Harper se tenait au pupitre le 3e matin du symposium annuel d'immunologie pédiatrique et regardait environ 460 chercheurs, cliniciens et étudiants diplômés, et elle n'était pas nerveuse. Elle faisait cela depuis 6 ans. Elle avait 31 ans et occupait un poste conjoint à l'hôpital universitaire et à l'institut de recherche qui y était rattaché, où son laboratoire travaillait sur l'identification de biomarqueurs dans les maladies auto-immunes pédiatriques. Le travail avait été lent et largement peu glamour pendant les 4 premières années, puis avait produit, la 5e année, une découverte qui a changé de manière significative la conversation sur l'intervention précoce. Elle n'était pas célèbre. Elle était respectée, ce qui était mieux. Sa présentation durait 40 minutes. Elle couvrit le contexte méthodologique, la structure de l'essai, les principales découvertes et leurs implications, le tout dans le langage prudent et mesuré de quelqu'un qui comprenait que la litote était plus persuasive que de l'enthousiasme pour un public de scientifiques. Elle parcourut les diapositives avec la même détermination organisée qu'elle avait appliquée à la plupart des choses depuis qu'elle était assez âgée pour avoir une méthode. Puis, dans les 5 dernières minutes, elle mit les diapositives de côté. « Je veux vous dire quelque chose qui ne figure pas dans l'abstract, dit-elle. » La salle était silencieuse. Quand j'avais 7 ans, mon père m'a emmené dîner un soir de tempête de neige pour marquer un anniversaire qui était, pour lui, très difficile. Nous avons mangé des spaghettis. Quelqu'un à une autre table a payé notre repas et a laissé un mot. Et ce mot a conduit, par une chaîne d'événements que je n'ai pas pleinement comprise avant d'être beaucoup plus âgé, à un fonds éducatif qui a payé mon école secondaire et mon diplôme de premier cycle. Elle fit une pause. Je ne sais pas qui était cette personne. Je n'ai jamais su. Ce que je sais, c'est qu'ils ont vu un moment précis un mardi soir et ont décidé que cela comptait suffisamment pour agir. Elle regarda la salle. J'y pense beaucoup quand j'écris des demandes de subvention à 2 heures du matin, ou quand les données ne coopèrent pas pendant 6 mois d'affilée, ou quand je suis assise avec une famille à la clinique dont l'enfant est malade d'une manière pour laquelle nous n'avons pas encore de bonne réponse. Elle prit la télécommande. Nous avons tendance à penser aux changements scientifiques en termes de grands systèmes, structure de financement, voies de publication, priorités institutionnelles, et ces choses sont réelles et elles comptent.
Mais la raison pour laquelle je suis spécifiquement ici remonte à un mardi soir de janvier et à une personne qui a remarqué quelque chose que la plupart des gens auraient ignoré. Elle cliqua sur la dernière diapositive qui était vierge. Vous n'avez pas besoin de pouvoir pour changer une vie. Il suffit de remarquer. Victoria Langston avait 53 ans, bien qu'elle les portait d'une manière qui rendait le nombre anecdotique. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement argentés ces dernières années, et elle n'avait rien fait pour cela, ce qui avait suscité plusieurs opinions non sollicitées de personnes de son entourage qu'elle avait absorbées sans modifier sa position. La Fondation Lumière d'hiver, nommée finalement pour la qualité particulière de la lumière de janvier en Savoie, froide et honnête et impossible à simuler, avait été officiellement établie 9 ans après ce mardi soir à la Lastella. Elle fonctionnait indépendamment de la fondation familiale Langston et l'avait toujours fait. Elle était modeste selon les normes de ce qu'elle aurait pu financer. Elle travaillait avec une seule région, un seul objectif, une seule population. Les enfants des communautés rurales de Nouvelle-Angleterre, dont les circonstances familiales rendaient le passage du potentiel à l'opportunité le plus difficile. En 24 ans, elle avait soutenu 132 enfants. Victoria connaissait chacun de leurs noms. Ce n'était pas une politique, c'était simplement un fait sur sa façon de travailler. Elle lisait chaque dossier, rencontrait chaque famille quand elles étaient disposées, et suivait les résultats non pas par des rapports agrégés, mais par les mises à jour irrégulières et spécifiques qui arrivaient au fil des ans. Une annonce de diplôme transmise par un conseiller scolaire, une lettre manuscrite d'une étudiante qui venait de défendre sa thèse, une photographie de quelqu'un dans un emploi pour lequel il avait travaillé pendant 10 ans. Elle avait vu le nom du Dr. Sophie Harper dans le programme du symposium 3 semaines auparavant. Elle avait réservé son voyage le jour même sans en informer son bureau de la raison spécifique, ce qui était inhabituel pour elle. Elle avait simplement dit qu'elle y assistait à des fins de développement professionnel, ce qui était vrai, et en était resté là. Dans mon souvenir, la veille du départ de Victoria pour Paris, son assistante Camille avait trouvé étrange sa soudaine envie de se rendre à un symposium à Paris. Camille m'avait confié plus tard que Victoria, d'habitude si méticuleuse, avait juste posé le programme sur son bureau en disant « L'air absent, Paris, la semaine prochaine ». Sans plus de détails, c'était si inhabituel pour une personne aussi discrète. Camille pensait qu'elle était fatiguée ou qu'une nouvelle lubie l'avait prise, comme souvent avec les philanthropes de cette trempe. Mais Camille n'avait pas vu les petits plissements autour des yeux de Victoria, la légère tension de ses mâchoires, le signe d'une émotion contenue, un tremblement à peine perceptible dans le geste avec lequel elle avait ramassé sa tasse de thé froid. Elle avait vu une femme qui partait en mission, une mission qui n'était pas inscrite dans l'agenda officiel. C'est fou comment les gens voient ce qu'ils veulent voir. Victoria était assise au dernier rang, côté gauche, près de la sortie, dans un blazer gris et cette sorte de calme anodin qui vient avec des années de pratique. Elle était là depuis la séance d'ouverture, avait assisté à 2 jours de présentation, avait pris des notes détaillées sur environ la moitié d'entre elles et avait ressenti la satisfaction particulière d'une personne qui s'intéresse réellement à un sujet plutôt que d'être obligée de le faire paraître. Quand Sophie Harper s'est avancée au pupitre le 3e matin, Victoria buvait un mauvais café de conférence et lisait l'abstract à nouveau, bien qu'elle l'ait déjà lu plusieurs fois. Elle posa le café. Elle écouta les 40 minutes de science avec une attention totale. Elle n'était pas scientifique, mais elle était devenue, en 24 ans, à diriger une fondation touchant à l'éducation et à l'accès à la santé, une consommatrice sophistiquée de recherche. Et ce qu'elle entendait était prudent, honnête et significatif d'une manière qu'il faudrait plusieurs années au domaine pour l'absorber pleinement. Puis Sophie mit les diapositives de côté. Victoria resta très immobile. Elle écouta l'histoire du mardi soir. Son mardi soir, bien que Sophie ne pût bien sûr pas savoir qui était dans la salle et ne regarda pas vers le dernier rang avec une intention spécifique. Elle écouta la phrase sur le mot et le fond
et la chaîne d'événements qui suivirent. Elle écouta ce qui fut dit sur 2 heures du matin et les données qui ne coopéraient pas et les familles à la clinique. Vous n'avez pas besoin de pouvoir pour changer une vie. Il suffit de remarquer. La salle applaudit. C'était un applaudissement plein, chaleureux, authentique, pas le genre poli. Victoria applaudit avec le reste d'entre eux, ses mains fermes, ses yeux clairs. Elle n'alla pas devant à la fin. Elle ne se présenta pas et n'expliqua pas qui elle était. Ce n'était pas la raison de sa venue. Elle était venue pour boucler une boucle, non pas bruyamment, non pas d'une manière qui ferait que le moment tournerait autour d'elle, mais simplement pour être dans la salle et l'entendre, pour que ce soit une chose qui se soit réellement produite. Elle prit son café, qui était maintenant froid, et resta assise un instant après que la salle ait commencé à se vider, laissant le bruit s'éloigner. Puis elle se leva, mit son carnet dans son sac et sortit. Paris en février ne ressemblait en rien à Saint-Laurent-des-Neiges. Victoria sortit du centre de conférence dans un froid humide plutôt que sec. Le ciel était de la couleur du béton usé. Quelques flocons tombaient, légers, indécis. Rien à voir avec la neige épaisse et déterminée qui était tombée sur Saint-Laurent-des-Neiges un mardi de janvier, 24 ans auparavant. Elle marcha un moment sans direction. Elle pensait à cette soirée comme on pense aux choses devenues si familières qu'elles n'ont plus de contour net. Non pas comme un souvenir distinct, mais comme une texture. Elle pensait à Pierre, le gérant, qui l'avait appelé 2 semaines plus tard pour confirmer que la carte avait été reçue et que la famille avait contacté Julien Dubois, l'avocat. Elle pensait à Julien Dubois, qui avait géré le fonds pendant 20 ans avant de prendre sa retraite, et qui lui avait dit un jour, lors de leur revue annuelle, qu'à son avis professionnel, l'ensemble de l'arrangement était le plus simple qu'il ait jamais géré, ce qu'elle avait pris comme un compliment. Elle pensait à son père. Robert Langston était décédé il y a 4 ans à 81 ans. L'aile de l'hôpital à Annecy portait toujours son nom. Victoria avait continué le travail de la fondation familiale et avait discrètement réorienté ses priorités vers des choses que son père considérait comme insuffisamment architecturales. Petites subventions, services directs, investissements dont les retours n'étaient pas visibles depuis les pupitres. Cela avait occasionné des frictions. Elle les avait gérées. Elle pensait à Julien, le père de Sophie, la cinquantaine maintenant, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. L'homme qui s'était appris à tresser des cheveux et portait une chemise bleue pour un anniversaire et comptait de l'argent sous une table avec les mains prudentes de quelqu'un qui ne veut pas qu'une enfant de 7 ans s'inquiète. Elle espérait que le garage se portait bien. Les gens qui apportaient cette qualité d'attention aux petites choses avaient tendance, selon son expérience, à construire des choses qui duraient. Elle trouva un banc près du quai. Quelque part dans cette ville, Sophie Harper était probablement de retour à son laboratoire. Les données qui ne coopéraient pas, des familles à la clinique, les demandes de subventions à 2 heures du matin, tout cela continuait, patient et cumulatif, comme le vrai travail le fait toujours. Les flocons étaient plus épais maintenant. Elle resserra son manteau et regarda le port. La chose avec la gentillesse, pas le grand genre structurel, le genre qui met des noms sur les bâtiments, mais le genre spécifique, personnel, du mardi soir, c'est qu'elle ne s'annonce pas. Elle ne sait pas, quand elle choisit une direction, jusqu'où elle ira. Une femme sort d'une fête et finit devant la fenêtre d'un restaurant. Un homme compte de l'argent sous une table parce qu'il veut que sa fille passe une bonne soirée. Une enfant mange des spaghettis et dit que c'est le test et ne sait pas encore ce qu'elle teste. La chaîne est longue. Les maillons sont invisibles jusqu'à ce que vous soyez assez loin en arrière pour les voir. À Saint-Laurent-des-Neiges, les cheveux de Julien avaient grisonné aux tempes. Sophie l'avait mentionné le mois dernier. Du ton qu'elle utilisait quand elle rapportait une information qu'elle pensait qu'il devait avoir sans lui accorder de poids particulier. Il avait dit merci, ce qui l'avait fait rire, ce qui l'avait fait rire lui aussi, ce qui était le but de l'appel comme c'était habituellement le cas. Le garage était toujours rue des Bouleaux, là où il avait toujours été. 3 mécaniciens, un comptable,
l'autre Pierre, Bernard, qui apportait des scones le vendredi. Julien travaillait 6 jours par semaine par choix. Il pensait toujours à l'enveloppe. Il y pensait quand il écrivait un chèque en décembre au programme d'alphabétisation de la vallée. Quand il prenait un apprenti qui ne pouvait pas se permettre l'école professionnelle. Quand Sophie appelait du labo, sa voix portant la qualité de quelqu'un plongé dans quelque chose qui en valait la difficulté. Il lui avait dit les mots exacts de la note pour son 30e anniversaire. Ils étaient assis dans sa cuisine, la neige dehors, et elle l'avait lu 2 fois, comme lui l'avait fait la première fois. Puis elle était restée silencieuse un instant et avait dit qu'il avait raison. Tu sais, j'observais. La neige reviendrait à Saint-Laurent-des-Neiges. Des rideaux épais de janvier couvrant les rues et le parking de la trattoria La Stella et l'enseigne du garage Harper Auto-Réparation, couvrant tout uniformément, comme la neige le fait toujours, sans préférence. Mais la gentillesse n'est pas la neige. La gentillesse choisit où elle atterrit. Elle marche vers une lumière au bout d'un pâté de maison sans raison claire. Elle s'assied à une fenêtre. Elle regarde un homme compter de l'argent avec soin pour qu'une enfant de 7 ans n'ait pas à s'inquiéter. Et puis elle agit, et l'acte avance à travers les décennies et les trajets du vendredi et les longues nuits, avec les données jusqu'à ce qu'un mardi de février, à Paris. Une femme au dernier rang écoute quelqu'un dire « Vous n'avez pas besoin de pouvoir pour changer une vie, il suffit de remarquer. » Et elle sent très tranquillement que c'est vrai, et que cela a toujours été vrai, et que cela continuera d'être vrai bien après que tous deux aient disparu. Victoria se leva du banc. Elle avait un train à prendre, puis un long trajet vers le nord à travers le genre d'hiver savoyard qui réduit le ciel à un blanc plat et donne au monde une sensation de calme, d'enfermement et, si on la laisse faire, de simplicité. Elle avait toujours aimé conduire par ce genre de temps. Elle avait toujours aimé, si elle devait aller quelque part, arriver. Elle marcha vers la gare, la neige tombant autour d'elle, et pensa au trajet vers le nord, et sentit le froid s'installer dans ses épaules, comme le froid savoyard le faisait toujours, stable et honnête, comme la plupart des choses dignes de confiance. Elle l'attendait avec impatience. Elle avait toujours été quelqu'un qui regardait vers l'avenir. Cela aussi était un choix.